Hello à tous. Je suis ravie de vous voir ce soir. J'attendais ça avec impatience. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Et ce soir, c'est une soirée assez exceptionnelle pour moi parce que je ne serai pas toute seule. Je vais avoir la chance d'inviter Delphine que je vais faire rentrer. Donc normalement, Delphine va pas tarder. Voilà, super. Hello Bonjour, Delphine. coucou. Je suis super contente de te voir ce soir. Et moi aussi, ravie d'être là. Merci de me recevoir. Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je trouve que voilà, j'avais envie de faire un live. J'avoue que j'aime beaucoup ce format qui est beaucoup plus spontané que des publications qu'on peut faire ou des échanges. Et moi, je trouvais que c'était vraiment l'occasion en cette rentrée de pouvoir parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est, je pense, important de préciser aujourd'hui. C'est la notion de surmenage, notamment. Et puis, on va parler de vitalité. Et puis, ton expertise aussi dans ce sujet, qui peut vraiment amener un lien avec ce sujet. Parce que, alors, tu vas te présenter, Mhm. aujourd'hui, voilà, vraiment, le thème de cette soirée, ça va être le surmenage et la nutrition, qui peut également soutenir ces périodes difficiles qu'on peut parfois traverser. Et voilà, il y aura différents sujets, peut-être des petites surprises à la fin. Et en tout cas, je vous conseille de pouvoir rester jusqu'à la fin si vous avez une bonne heure devant vous pour profiter de tout ce qu'on a à vous partager. Top. Delphine, je te laisse te présenter. Ça marche. Et ben, merci à nouveau pour cette belle intro et de me recevoir. Bonsoir à tous qui nous écoutent en live et puis à ceux qui nous écouteront peut-être en replay. Donc, je m'appelle Delphine Birkel, je suis nutrithérapeute et coach. J'accompagne des personnes sur leur chemin de santé, notamment des personnes qui ont des problèmes de santé chronique, mais pas uniquement. On travaille vraiment sur la santé générale via la nutrition et aussi tout ce qui est coaching émotionnel, parce que pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Je suis très convaincue que quand on a des soucis de santé physique, il y a aussi souvent des choses émotionnelles qui se trament en arrière-fond et qui sont importantes à les creuser pour vraiment débloquer tout ça de manière la plus globale possible. Donc c'est ça que je propose à mes clients, au-delà de la partie nutrithérapie dont on va plus parler ce soir, je pense, qui est voilà, l'idée de prendre soin de sa santé via l'alimentation, via les compléments alimentaires aussi quand c'est pertinent. Et la philosophie, pour résumer, derrière la nutrithérapie, c'est vraiment d'aller creuser les causes profondes d'un problème de santé pour les travailler et pas être uniquement sur les symptômes, mais vraiment essayer de rééquilibrer tout l'organisme, tout le corps et toutes les fonctions qui interagissent entre elles pour que tout ça fonctionne de manière la plus optimale possible. Eh ben, merci pour cette présentation bien complète. Nous, en fait, on s'est rencontrés c'est dans un coaching, notamment, il y a un an, je crois. C'est Et ça. c'est vrai qu'on a fait un bon bout de chemin dans notre démarche de coaching ensemble. Et du coup, ce qui est super dans ce genre de rencontres, c'est vraiment c'est des rencontres humaines de garder des contacts et de pouvoir s'appuyer aussi sur l'expertise de chacune. C'est partie du relationnel, de l'humain. Et moi, je trouve ça super d'avoir beaucoup de complémentarité. Et du coup, Absolument. Mm. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Julie. Comment me définir? C'est un peu compliqué. J'ai plein de définitions. J'ai plein de choses. Mais en ce moment, ce qui m'intéresse énormément et sur quoi j'ai décidé vraiment de me concentrer, c'est vraiment l'accompagnement des femmes entrepreneurs qui se sont lancées. Et c'est pas facile de se lancer, surtout en ce moment entre tout ce qu'on entend, notre entourage parfois qui peut nous freiner.
Et dans cet accompagnement des femmes entrepreneurs qui sont en début de lancement ou qui ont envie d'accélérer un petit peu leur activité, le sujet de l'énergie est quand même crucial parce que ça demande énormément d'énergie de se lancer. Ça demande énormément de connaissances de soi qu'on acquiert au fur et à mesure. Et puis, en fait, ça demande plein de choses, pas uniquement de l'état d'esprit. Ça demande vraiment une démarche, enfin pour moi, que j'ai traversée, une démarche très holistique où, en fait, on se découvre, on n'a pas le choix d'apprendre à se respecter aussi, parce que notre entreprise, c'est nous. Donc, si on va pas bien, il se passe rien du tout, ou notre entreprise va pas bien. Et l'idée, avec le sujet qu'on a ce soir, c'est aussi de pouvoir prendre conscience que sa santé, quand on est en lancement d'activité, quand on a, voilà, ou on est en lancement de développement d'autres choses dans notre activité, c'est primordial. Et, euh, et clairement, je pense que ça peut arriver à tout le monde de se sentir fatigué, encore plus ce soir, je crois. En fait, j'ai énormément de gens autour de moi en ce moment qui me disent qu'ils sont très fatigués. Je pense qu'il y a la pleine lune, il y a pas mal, il y a la rentrée, il y a pas mal de choses, changement de saison. Et, euh, et également, euh, euh, c'est vraiment cette idée de on a passé l'été à courir partout. Et là, on avance face à la rentrée, à tout ce qu'il y a à faire, au lancement, au développement de notre communication, au développement de plein de choses. Et le surmenage peut très vite arriver. Et pour moi, c'est important de comprendre, de voir quand est-ce qu'on se sent surmené, quand est-ce qu'on voit les premiers symptômes de la fatigue. Et puis, pouvoir prévenir aussi, prévenir cette fatigue, prévenir les signaux qui pourraient nous amener à un risque un peu plus important, de pouvoir faire de la fatigue chronique, de pouvoir tomber dans des situations beaucoup moins cool. On a toutes entendu parler de burn-out, de dépression dans des activités. Et l'idée vraiment de prendre soin aussi de sa santé, c'est de pouvoir aussi prévenir tous ces risques. Et puis aussi de se faire plaisir dans notre quotidien en ayant toute la vitalité, quoi. Yes. Alors du coup, Delphine, je vais te laisser partager si tu as envie sur quelque chose, sur les premières thématiques que tu aurais envie de parler sur cette soirée. Ouais, ça marche, merci. Je pense que ce qu'on peut faire déjà, c'est de revoir un petit peu quels sont les premiers signes de cette fatigue chronique, de ce surmenage qui, comme tu disais, peut mener à plus un burn-out, une dépression. Et l'idée de ce soir, c'est vraiment de parler un peu prévention. Donc peut-être les premiers signaux qui seraient justement la fatigue. Donc remarquer qu'on se sent plus fatigué que d'habitude, que c'est devenu quelque chose d'assez chronique, assez permanent comme fatigue. L'idée aussi que ce soit une fatigue dès le réveil, dès le matin. Donc pour les personnes qui se réveillent déjà fatiguées, ça c'est un signe que le corps il est en train d'un peu dire stop, d'essayer de mettre la pédale de frein pour qu'on ralentisse. Et chez certaines personnes, quand on est déjà dans un début de surmenage avec des surrénales qui sont un petit peu en difficulté, on peut avoir de la fatigue le matin, voire l'après-midi, et puis besoin de faire une sieste dans l'après-midi, et à l'inverse, en fait, dans la soirée, avoir un espèce de regain d'énergie. Et ça montre vraiment que le cycle veille-sommeil et le cycle de l'énergie, le cycle des surrénales, il est quelque part inversé, en fait, et il est donc complètement déséquilibré, ce qui est vraiment un signe de surmenage et qui est à prendre au sérieux pour éviter que ça aille plus loin. Après, en termes de premiers signes, il y a aussi remarquer si vous êtes plus sensible au stress que d'habitude. Est-ce qu'il y a des petites choses qui habituellement vous passent au-dessus de la tête et là qui sont moins faciles à gérer. Et puis ça peut être aussi, puisqu'on va pas mal parler de nutrition ce soir, le côté changement d'appétit. Soit une perte d'appétit, soit avoir plus d'appétit, mais vraiment de manière un peu poussée, anormale.
ou alors avoir des envies en particulier de sucre, de sel, notamment en fin de journée. Ça, c'est aussi un signal que les glandes surrénales, qui sont, je vais peut-être détailler pour les personnes qui connaissent peut-être pas ces glandes, qui sont les glandes qui ont beaucoup de fonctions dans le corps, notamment la gestion du stress, mais aussi la gestion du sucre, de la glycémie, la gestion de l'équilibre en termes de sel dans le sang. Elles ont différents rôles, et là, j'en cite que trois principaux, mais elles en ont d'autres. Donc, c'est des glandes qui sont assez sollicitées, mais auxquelles on pense souvent dans le contexte du stress. Et donc, le fait d'avoir des envies de sucre et de sel, c'est aussi un signal que ces glandes surrénales sont en train de demander plus que d'habitude, et qu'elles sont un peu surmenées, et qu'elles ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Et en dernière grande catégorie en fait, de premiers signaux qu'on peut avoir avec un début de surmenage, c'est tomber souvent malade, avoir un peu des changements au niveau de la santé physique. On met malade notamment en début de week-end ou quand on part en vacances, parce que souvent on tient jusqu'au bout, et dès qu'on donne un peu de repos au corps, il se dit ah c'est bon, je peux lâcher. Et donc en fait il baisse la garde quelque part, et c'est là qu'on peut se retrouver avec un rhume, une angine, ou alors sans forcément parler de tomber tout le temps malade, mais avoir plus de boutons d'acné ou plus d'allergies que d'habitude, commencer à avoir un peu des troubles digestifs, ou s'il y a déjà une maladie chronique, parce que ça arrive qu'on est entrepreneur et qu'on a des maladies chroniques qu'on gère en même temps, faire plus de crises par exemple, avoir davantage de symptômes qu'habituellement, ça c'est aussi un signe vraiment important à écouter pour se dire ok, là mon corps il est vraiment en train de me dire que c'est trop, quoi. Il faut que je lève un petit peu le pied. Ouais, donc ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est que, bah, en gros, le corps nous donne des messages, et c'est vrai que moi, des fois, bah, quand là, j'étais partie en vacances au mois de juin et je me suis pris un énorme rhume. J'ai mis ça sur la cause de la clim, mais en fait, je pense que mon corps avait juste besoin de relâcher. Et c'est vrai que souvent, même quand on est assez éveillé sur différents sujets, on ne prend pas le temps de se rendre compte que, en fait, notre corps, il nous envoie des messages. Et ce qui est super intéressant de ce que tu dis, et ça, c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience, c'est vraiment l'idée des organes aussi, et que quand on pousse un petit peu trop notre activité, ou on va un petit peu plus loin que nos propres limites, ben là, on peut aussi avoir ce risque de toucher des organes essentiels à notre fonctionnement. Oui. Et là, bah là c'est important quand même de s'alerter, et de commencer à se renseigner, ou d'aller consulter, je pense. Mm. Absolument, parce que tous ces organes, en fait, ils travaillent en synergie. Donc le risque, c'est que s'il y en a un qui commence à fatiguer, Mm. il va impacter les autres. Pour les surrénales, je pense notamment à la synergie avec aussi la thyroïde, les ovaires chez les femmes, donc tout ce qui va être tout ce qui est hormonal en fait. Il y a un espèce de cercle de feedback entre les différents organes liés aux hormones. Donc Mm. ce feedback va influencer d'autres parties du corps. Et quand on est en surmenage, on a dans le corps de l'inflammation chronique qui s'installe, du stress chronique qui s'installe, et donc ça peut avoir des conséquences plus long terme ou plus profondes en fait sur le reste de la santé. Ça ne se cantonne pas forcément juste à ces signaux dont on vient de parler de fatigue, ça peut vraiment prendre un autre chemin qu'on veut vraiment éviter, parce que c'est beaucoup plus dur de ressortir de la phase burn-out que de la phase préliminaire, dirons-nous, de la fatigue chronique ou du surmenage. Mm. Bah, Même si les symptômes peuvent déjà être forts. c'est hyper intéressant. Par exemple, moi, je sais que j'ai des clientes parfois qui ont des problèmes de libido, Mhm. et qui comprennent pas ce qui se passe en fait. Et quand on voit leur quotidien, mais bah, on voit que voilà, le surmenage est là, la fatigue, bah, des nuits moins importantes, manger rapidement parce qu'on n'a pas le temps, ou parfois sauter des repas, ou il faut maigrir, alors allez hop, régime, magazine, et puis après là, c'est un peu la descente. Mhm. D'ailleurs, je voulais te poser la question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses des régimes avant l'été, voilà, des différents types de régimes qu'on a aujourd'hui, qu'on nous propose de plus en plus? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'idée de faire un régime hyper restrictif, hyper rapide juste avant l'été pour avoir le fameux beach body et être en maillot, je pense que c'est la cata. Parce que c'est souvent des régimes très restrictifs, des régimes qui vont être privatifs,
à la fois en termes de quantité, mais parfois aussi en termes de qualité ou de diversité d'aliments. On enlève beaucoup de plaisir aussi, donc c'est pas rigolo. Et peut-être que c'est très efficace pour certaines personnes, mais c'est pas forcément le cas parce que c'est pas forcément une alimentation santé qui va soutenir le corps. Moi, je suis beaucoup plus partisane de la perte de poids progressive où on instaure une alimentation qui est saine et qui peut perdurer dans le temps, histoire de ne pas être sur quelque chose de restrictif, mais de réapprendre en fait comment manger sainement pour perdre du poids et ensuite stabiliser, plutôt que d'être sur une espèce de chute vertigineuse avec tellement de frustration qu'en fait derrière, bah, on va remanger comme avant parce qu'on n'a pas non plus appris comment manger de manière saine et durable. Donc, on reprend les kilos pour deux raisons. L'une, c'est parce qu'on se remet à manger comme on faisait avant. Et l'autre, c'est parce que quand le corps il a été privé, ce qu'il interprète comme signal, c'est un signal très archaïque, comme on dit, c'est-à-dire de l'homme préhistorique, en fait, qui, lui, contrairement à nous, était confronté à des famines et des périodes où il ne mangeait pas ou très peu. Donc, notre corps, dans ces cas-là, il avait l'habitude de stocker, en fait, pour, Mm. quand il mangeait, pour le coup, prévoir la famine suivante. Aujourd'hui, on n'est plus confronté à ça. La plupart d'entre nous, en tout cas dans les pays où on vit et où on se parle ce soir, euh, on a de la nourriture tous les jours de notre vie. Sauf que le corps, il garde énormément de réflexes donc archaïques et il est toujours dans ce réflexe, si tu me prives, derrière je vais compenser en stockant dès que tu vas remanger parce que je vais interpréter cette privation du régime comme une famine. Donc en fait, c'est les régimes yo-yo finalement, où on perd et on reprend et on perd et on reprend. Et par ailleurs, c'est hyper mauvais pour les hormones, comme tu disais, pour la libido par exemple, c'est un très bon exemple, mais pour tout l'équilibre santé en fait, parce que qui dit privation dit aussi carence. Et les nutriments, il ne faut pas l'oublier, au-delà de nous satisfaire au niveau du ventre et nous donner de l'énergie pour la journée, ça fait tourner tous les processus dans le corps. Donc si on a des carences, il y a plein de choses qui derrière déraillent en fait. Mm. Ouais, et puis là, du coup, moi, je fais un parallèle avec bah, notamment les neurosciences où aujourd'hui, bah, je m'intéresse depuis quelques années à ce sujet. Et notamment, j'ai fait pas mal d'études là-dessus. Et là, ce que tu parles clairement, c'est oui, c'est une sorte de le cerveau reptilien qui va se mettre en éveil et il y a une sorte de compulsion et ça peut même amener bah, des fois les troubles du comportement alimentaire peuvent aussi apparaître avec ces nutritions un petit peu yo-yo ou ces restrictions. Et, euh, et je fais aussi un parallèle, oui, du coup, avec bah, tout l'organisme qui est quand même détraqué. Alors que quand on est déjà en surmenage, je pense qu'il se passe déjà pas mal de... le corps essaye de trouver un équilibre malgré tout ce qu'on a à lui faire endurer, on va dire, manque de sommeil, stress un peu speed, etc. Et oui, c'est sûr que derrière, bah, en fait, c'est hyper complexe de parler. Il y a tellement d'éléments qui sont pris à prendre en compte dans tout ce phénomène de surmenage et puis dans toutes ces réactions, notamment chimiques, avec bah, l'alimentation et qu'est-ce qu'on met dans notre assiette aussi et comment on mange aussi pour permettre d'apaiser aussi ces moments de gros rush, quoi. Tout à Et fait. du coup, par rapport à ça, moi, j'avais une question aussi par rapport bah, la nutrition. Il y a la qualité des aliments, et ça, on en reviendra peut-être après. Mais je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu en pensais bah, de la façon de manger aussi, et on va dire l'environnement, de tout ce qui se passe, pas uniquement dans la qualité de notre assiette, mais tout ce qui se passe autour. Par rapport au surmenage, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller Mm. peut-être ou à évoquer? Ouais, c'est une super question et c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours quand on parle de nutrition, mais la façon dont on mange, l'environnement dans lequel on mange, a une grosse influence déjà sur notre digestion, notre capacité à assimiler ce qu'on va manger, mais aussi sur notre niveau de stress. Donc les moments du repas, c'est censé être un moment pour soi, qui est calme, parce que le calme et la sérénité vont favoriser la digestion, alors qu'une conversation difficile, stressante, va plutôt inhiber la digestion. Pourquoi? Parce que le corps va penser, le fameux cerveau reptilien dont tu parlais tout à l'heure, va se dire ok, on est en situation de stress, donc danger. Du coup, il va déclencher les mécanismes de réponse au stress
Par exemple, le fait de combattre ou de fuir ou de se paralyser, tous ces mécanismes que le corps a pour lutter contre une situation dangereuse. Et dans ces moments-là, la dernière chose que le corps pense à faire, c'est digérer, en fait. C'est absolument pas la priorité. Donc, les repas dans des situations stressantes sont vraiment pas optimales pour personne, en fait, mais encore moins quand on est déjà dans une phase de surmenage. L'idéal, ce serait vraiment de réapprendre à s'octroyer un moment tranquillement, on va prendre le temps de manger. C'est pas obligé d'être très long, hein. Ça peut être une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, pour bien mâcher ce qu'on mange parce que c'est la toute première étape de digestion. Pour savourer aussi ce qu'on mange, en profiter parce que quand même, a priori, l'alimentation, c'est un moment de plaisir. Et du coup, vraiment retirer tous les bienfaits de ce qu'on mange et aussi d'avoir ce repas comme un moment de pause finalement, ce qui est souvent ce qu'on a du mal à se donner quand on est en surmenage, quand on est aussi entrepreneur, quand voilà, toute l'entreprise repose sur nos épaules et qu'on se met souvent une grosse pression pour toujours être en train de travailler et faire avancer les choses. Donc, se donner un petit peu de répit au moment du repas, c'est une bonne idée. Ouais, il y a la notion souvent de culpabilité, hein. Mm. Est-ce que je peux me consacrer quelques temps alors que j'ai plein de choses à faire? Surtout quand on est à son compte, ben, le temps est compté parfois. On a du mal à se poser en limite. Et par rapport à ça, moi, j'avais vraiment envie de partager. C'était juste avant le Covid. J'ai vraiment, je l'avais déjà entendu, cette histoire de digestion, cette histoire de, voilà, que ça fatiguait, que l'idée. Et moi, j'en avais pas conscience dans mon organisme parce que je suis quelqu'un qui a jamais eu de problème de digestion. Et du coup, bah, j'étais à fond. Je faisais le midi, j'allais faire du sport. Je me disais, bah, c'est ma peau, je vais aller faire du sport. Je faisais plein de choses, j'apprenais plein de choses. Et à un moment, bah, tombé début de l'automne. Voilà, changement de saison en plus. Mais moi, je le savais dans ma tête, mais alors dans mon corps, j'en avais pas, je l'avais pas vraiment intégré tout ce que j'avais appris. D'où aussi savoir intégrer ce qu'on apprend. Mais ça, ce sera l'objet d'autres choses. Et en fait, je n'ai pas compris pourquoi, d'un coup, bah, je me suis mis à ne plus pouvoir digérer. Mais alors là, ça, c'est l'enfer parce que, en fait, on comprend pas ce qui nous arrive. Et ben, en fait, ça marche plus. Donc, ça fait bah, surtout le midi, parce que souvent, c'est un repas, normalement, un des repas les plus importants où on a un feu digestif important. Et là, ben, énorme fatigue en début d'après-midi. Euh, et puis, bah, le moral dans les chaussettes, tout le temps mal au ventre, l'estomac, bah, tout le temps. Et là, c'est là que j'ai vraiment pris conscience et c'est là que j'ai commencé à étudier aussi bah, tous les effets aussi du système sympathique, donc de l'activation par rapport à la digestion qui demande d'être posée, d'être enfin, en mode assimilation. Donc, c'est j'accueille ce que je prends comme aliment. Et ça, c'est vraiment, enfin, moi en tout cas, aujourd'hui, je partage à toutes mes clientes le fait que l'importance de pouvoir prendre au moins allez, trois quarts d'heure de je ne fais rien, je suis pas sur. Alors, c'est pas toujours évident, hein, mais je suis pas sur mon téléphone. Moi c'est un travail de longue haleine, parce que des fois, je fais oh, purée, je pourrais quand même regarder, surtout quand on mange seul ou autre. Oui. Mais c'est hyper important. Alors, quand on est bien et qu'on est en forme, euh, peut-être qu'on peut se permettre de faire un peu plus de choses ou autre. Dans la prévention, c'est pas l'idéal, mais quand on est vraiment en surmenage, je pense que là, c'est super important de se dire, allez, on essaye comme ça. On essaye ce qui se passe. On essaye de voir ce qui se passe, peut-être même faire une petite sieste, une micro-sieste juste après manger, pouvoir manger ouais, dans un environnement où on peut être au calme, s'isoler un petit peu dans ce moment pour se remettre au ralenti, notre système nerveux puisse se ralentir. C'est hyper important. Et ça passe aussi par ça, l'écologie d'une femme entrepreneur, c'est savoir comprendre aussi tout ce fonctionnement et se fixer des limites dans ses journées. Et ça, c'est très important. Ouais. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que bah,
l'énergie, elle varie selon les journées. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où c'est plus OK pour nous de faire quelque chose tout en mangeant. Et d'autres où on va vraiment sentir, si on apprend à vraiment écouter notre corps et nos limites, que là, ce repas, il faut vraiment que je laisse le téléphone dans une autre pièce, que j'amène pas mon ordinateur sur la table à manger, et je prends vraiment mon temps. Éventuellement, je fais effectivement une petite sieste après, euh, même si c'est pas forcément tous les jours. Mais c'est vrai qu'être à l'écoute, c'est hyper important. Mais je connais le challenge aussi parce que je travaille à mon compte et c'est vrai qu'il y a plein de repas où parfois je me dis ah ouais mais bon je pourrais continuer d'écouter un webinaire ou avancer sur telle ou telle chose ou tiens j'ai tel post Instagram dans l'esprit si je commençais à le noter etc. Donc je sais que c'est un challenge mais c'est important vraiment de réaliser à quel point par moment on a besoin vraiment de cette vraie coupure dans la journée et de pas manger à son bureau quoi. Tu me parlais d'horaires, de différentes zones d'énergie, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais éventuellement me parler de l'aspect un peu chronobiologie, Mm. chrononutrition un petit peu, surtout quand on est en surmenage? Euh, Comment toi tu vois les choses par rapport à ces rythmes? Mm. Bah, pour moi, la chrononutrition, c'est une réalité, une nécessité, qu'on soit en surmenage ou pas. Parce qu'en fait, notre corps a des besoins et des capacités digestives différentes au fil de la journée. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'à midi, on peut avoir plus de feu digestif. Et c'est tout à fait vrai aussi le matin au petit déjeuner, c'est-à-dire que quand on démarre une journée, le corps a plus de besoins puisqu'il faut qu'il relance toute la machine, tout le métabolisme, qu'il fabrique des neurotransmetteurs dont tu parleras tout à l'heure, qui nous donne voilà, ce coup de pouce pour avoir de la motivation pour travailler, de la vigilance peut-être pour prendre les transports ou conduire jusqu'à notre lieu de travail, emmener les enfants à l'école, être concentré ensuite une fois qu'on travaille, etc. Alors que le soir, le corps est plus en mode je prépare le sommeil, c'est la fin de la journée, je sais que je vais avoir besoin de moins fabriquer d'énergie, même s'il y a des processus biologiques qui se font pendant la nuit, c'est pas les mêmes et donc les besoins énergétiques sont différents. Donc la chrononutrition, c'est l'idée de manger en fonction justement de cette chronobiologie et ça aide aussi énormément quand on est en surmenage, parce que qui dit surmenage dit très souvent déséquilibre aussi au niveau des neurotransmetteurs. Et carence alimentaire, donc besoin d'aller donner les nutriments essentiels à nos organes au bon moment de la journée. Ce qui veut dire, par exemple, que le matin au petit déjeuner, on a besoin surtout de bonnes protéines, de bons gras et de manger plutôt salé, parce que le corps, le matin, n'a pas besoin de sucre. Notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang le matin, est stable dès lors qu'on ne donne pas de sucre au corps. Donc l'idée, ça va être plus de manger des choses comme des œufs, de l'avocat, un peu de jambon ou des petits poissons, même si on est aventurier côté protéines. On peut manger un peu de pain complet, on peut manger des petits légumes, on peut manger du houmous, mais voilà, être sur des choses qui sont plutôt protéinées, euh, plutôt pleines de bons gras, notamment comme les œufs par exemple, une huile d'olive, une huile de coco ou une purée d'amandes, euh, et donc éviter le sucre le matin. Ces règles sont plutôt vraies aussi et très similaires pour le repas du déjeuner parce que les besoins de la journée continuent en fait. Hein. La journée est encore assez longue devant nous quand on est à l'heure du repas du déjeuner. Donc là, on va par contre rajouter peut-être plus de légumes, rajouter peut-être un féculent ou des céréales, mais être toujours sur un peu de protéines aussi, des bons gras et beaucoup de légumes. Et puis ensuite, le soir, on peut se permettre, quand on a vraiment bien mangé, de faire un dîner plus léger, notamment si on fait un goûter. J'aime toujours rappeler que le goûter, c'est pas que pour les enfants. Qu'en fin d'après-midi, le corps peut avoir besoin d'un petit peu de sucre sous forme la plus saine possible, donc avant tout déjà des fruits, couplé avec des oléagineux, avec un bon carré de chocolat bien noir, de temps en temps éventuellement des petits cookies maison. Voilà. Et ça permet de tenir, surtout quand on a des longues journées de travail, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre le déjeuner et le dîner, souvent il se passe de nombreuses heures, parfois 6, 7 heures selon les horaires de nos repas. Donc le goûter peut être vraiment essentiel pour pas que le corps se retrouve en hypoglycémie, en épuisement. Donc voilà, vraiment faire le lien entre ces deux repas. Et ensuite, le soir, bah, vraiment écouter son corps et voir quels sont mes besoins à ce moment-là. Est-ce que j'ai
faim pour faire un repas assez complet, parce que c'est pas interdit de manger en conséquent le soir. Mais si on se dit j'ai un peu moins faim, je peux manger un petit peu plus léger, être sur plus tout ce qui est céréales complètes, du riz complet, des pâtes complètes, du quinoa, avec une bonne part de légumes, éventuellement une soupe par exemple. Si besoin, on rajoute un peu de protéines, mais un peu plus légère, pour que la digestion en fait soit plus facile, plus rapide le soir, ce qui va favoriser un meilleur sommeil et ce qui va aussi permettre au foie, qui bosse beaucoup la nuit, de détoxifier notre corps. Et par détoxifier, on entend éliminer des hormones qui ont été utilisées, éliminer des déchets produits par le corps au fil de la journée, éliminer des métaux lourds. Enfin voilà, il fait son ménage le soir, enfin la nuit, le foie, une fois qu'il a fini de digérer la nourriture. Donc si on fait un très gros repas le soir, il risque de ne pas avoir le temps la nuit de faire sa détox. Donc voilà. Ok. Et par rapport à ça, du coup, parce que moi, je fais le jeûne intermittent Mhm. depuis 1 an et demi. Je déjeune pas le matin. Alors maintenant, je m'y remets un petit peu plus parce que je me suis rendu compte que niveau hormonal, c'était quand même intéressant de pouvoir éviter au-delà de 13 heures Mhm. pour pouvoir avoir un cycle. Et ça, les femmes vu que j'accompagne des femmes, on est souvent aussi dans cette idée de cycle et de respecter parce que je pense que en tant que femme, on est encore plus sensible à certaines choses au niveau de la nutrition par rapport aux hommes, notamment quand on est en surmenage, parce qu'il y a aussi beaucoup nos hormones qui demandent aussi. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, des jeûnes intermittents? Bah, le jeûne intermittent peut être hyper intéressant dans certains cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, comme tu parles de femmes, les études sur le jeûne intermittent ont été surtout faites sur des hommes Mm. ou ou des femmes ménopausées, donc qui n'avaient plus de cycle menstruel et donc pour qui cette préoccupation n'en était plus une. Et en fait, on se rend compte maintenant que chez les femmes, le jeûne intermittent envoie un signal aux ovaires qu'il y a potentiellement une famine. Donc on revient toujours sur ces mêmes thèmes du cerveau reptilien qui se dit ah, mais s'il y a une famine, s'il n'y a pas assez de nourriture, c'est pas le moment d'amener un bébé au monde. Et donc, quand les ovaires se disent ça, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont stopper l'ovulation, ça va créer des dérèglements en fait, du cycle menstruel. Et donc, on se rend compte que le jeûne intermittent peut, chez certaines femmes, avoir cette conséquence. C'est pas systématique, c'est pas chez toutes. Il y a des femmes qui fonctionnent bien avec le jeûne intermittent et d'autres pour qui ça va créer d'autres soucis de santé. Donc, moi, je déconseille le jeûne intermittent pour pas risquer de déséquilibrer le Mhm. cycle menstruel. Maintenant, si une femme me dit, moi, je fais ça depuis des années et mes règles, tout va bien, pas de soucis, bon, ok, parce que chaque personne est différente. Donc, il faut toujours penser à l'individualité biochimique de chaque personne. Mais globalement, le jeûne intermittent, si on est déjà épuisé en plus, Mm. Mm. euh, peut engendrer encore plus de fatigue, peut mettre le corps dans un stress qui est inutile, parce que quand on prive le corps de nutriments, le corps va trouver d'autres moyens de maintenir un taux de sucre dans le sang qui est stable, pour faire continuer de tourner la machine, pour avoir de l'énergie. Et il va faire ça avec différentes hormones, dont le cortisol, qui va être utilisé pour aller puiser dans les réserves Mm. et remettre du sucre dans le sang. Or, le cortisol, c'est l'hormone du stress quand elle est sécrétée à haute dose. Et dans les cas de surmenage, on a en général un cortisol qui est trop élevé dans un premier temps. Et puis, si on arrive vraiment à la phase de burn-out, il est complètement effondré parce que le corps Mm. décide de se protéger des effets d'avoir trop de cortisol. Parce que c'est trop dangereux d'avoir un taux très élevé de cortisol et de stress en fait physiologique en permanence dans le corps. Donc, si on fait des jeûnes intermittents, on est en train d'augmenter notre taux de cortisol tous les matins, ce qui ne fait pas du bien, encore une fois, chez certaines personnes et a fortiori quand il y a un surmenage. Ouais, donc là, c'est vraiment et ça, c'est vrai que c'est ce que j'avais appris en yoga thérapie aussi, c'est la régularité, d'avoir limite des horaires bien. Parce que quand on est entrepreneur aussi, ben, on mange un petit peu avec des horaires un peu décalés. Mhm. Et du coup, ce que tu conseilles aujourd'hui, c'est cette régularité quand on est dans des phases de surmenage au niveau de l'alimentation. Oui, le plus possible, en prenant en Mm. compte évidemment la réalité de chaque jour qui peut être un peu différent, mais l'idéal c'est d'être régulier, c'est notamment chez les femmes de petit déjeuner maximum 1 heure après le réveil pour pas se retrouver dans le cas de figure qu'on vient de décrire d'excès de cortisol, d'hypoglycémie, d'inflammation. Ensuite, moi je conseille de laisser toujours passer quand même 3 à 4 heures entre chaque repas pour laisser un peu souffler la digestion et surtout terminer la digestion du repas précédent. On peut laisser passer des heures
un peu plus longues si vraiment on n'a pas faim et si on se sent bien avec un écart plus grand, mais voilà, avoir quand même des espacements suffisants, sauf si on a besoin de faire un encas. Il y a des personnes qui ont besoin de faire un encas, donc dans ces cas-là, je vais conseiller des encas sains en milieu de matinée, dans l'après-midi. Et ensuite, pour les autres repas, oui, plus on est régulier, plus le corps s'habitue à savoir qu'il va être soutenu à tel et tel moment de la journée, plus il va optimiser sa façon de gérer ses ressources, sa digestion, etc. Donc oui, cette régularité peut être tout à fait bénéfique, sans que ça devienne pour autant un gros stress de «Oh mon Dieu, j'ai pas déjeuné à 13h tout pile», etc. Parce qu'en fait, si ce genre de conseil finit par rajouter plus de stress, c'est contre-productif. Donc il faut ensuite prendre et laisser ce qui parle à chacun, ce qui fonctionne par rapport à votre quotidien, parce que l'idée c'est pas de chercher maintenant à faire tout parfaitement sous prétexte qu'on a un surmenage, parce que si ces conseils-là mènent à encore plus de surmenage, c'était vraiment pas l'objectif. Et puis, par rapport à ça, donc, quand on fait appel à toi, donc toi, tu vas vraiment personnaliser l'accompagnement et tu vas apprendre à tes clientes à se connaître et à trouver leur propre équilibre. Oui, tout à fait. Donc je leur donne les conseils, je leur rappelle à chaque fois ce que je viens d'expliquer, qu'il faut voilà, qu'elles testent en fait. Pour moi, la première étape de réapprendre à se connaître, quand on est un peu perdu parce qu'on a peut-être fait plein de choses, testé tout et n'importe quoi parfois avec sa santé et que du coup on ne sait plus trop où on en est, qu'on a beaucoup de mal à écouter les signaux de son corps, bah, ça va être ok. Je vais tester les conseils qui a priori sont les plus optimaux par rapport à mes symptômes, ma physiologie, etc. Je vais voir comment ça me soutient, comment ça se passe. Si ça se passe bien, je vais garder ce qui me convient. Et puis on réajuste en fait à chaque séance. La personne va me dire bah, ça va, ça j'arrive vraiment pas à le mettre en place, ou ça je sens que en fait ça me convient pas trop bien. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et donc on adapte effectivement. Et au fur et à mesure que la personne teste des nouvelles façons de faire et qu'elle ressent dans son corps les effets, bah, elle réapprend en fait à se connaître et à écouter les signaux de son corps et à se dire ok, là j'entends que mon corps me demande plutôt ça. Et là aujourd'hui à l'inverse ça va être différent d'hier parce que chaque jour est différent. Donc oui, c'est ce travail vraiment parfois d'y aller à tâtons en fait pour redécouvrir ce dont la personne a besoin et ça peut être différent d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Et puis au fil de la vie aussi, notre corps évolue. Donc ce qui peut avoir marché pendant plusieurs mois, plusieurs années, peut-être ne sera plus aussi optimal dans un certain temps. Il faudra aller retrouver, rechercher ce dont le corps a besoin à ce moment-là de la vie. Ce qui me fait vraiment penser à quelque chose, et un de mes mentors m'en parlait il y a quelque temps. Vraiment l'idée aussi quand on est en surmenage et quand on a cette activité à faire, à développer, voilà, surtout cette rentrée, bah, contrairement à ce qu'on imagine, c'est peut-être le moment aussi de ralentir. Et ce que tu me dis, c'est vraiment ça en fait. Ralentir pour prendre le temps, bah, soit accompagné, soit seul, d'apprendre à se redécouvrir, et pas parce que, pas parce qu'il faut, mais parce qu'en fait, on sait que voilà notre entreprise et c'est nous, et que bah, quand on va ralentir, on va se rendre compte de quelles sont nos ressources et comment on peut procéder avec notre propre fonctionnement dans notre journée à pouvoir être plus productive, à pouvoir voir les pics de fatigue et voir aussi ce que notre corps a besoin. Mm. Et tu vois, c'était marrant parce que cet été, je suis partie en Asie pendant un mois. Et en fait, là, bah, il n'y avait personne pour me dire ce que je devais manger. Enfin, en tout cas, et puis c'est d'un autre pays, donc il y avait plein de choix. Et là, j'ai vraiment laissé, en fait, c'était le moment où j'ai ralenti et où j'ai laissé mon corps s'exprimer. Et là, je me suis rendu compte, bah, il y a des matins où j'avais vraiment envie de sucrer. Et il y a des matins, j'avais vraiment envie de salé. Et souvent, quand je faisais beaucoup de sport, le matin, j'avais des envies de salé, de trucs gras salés énormes. Mais en fait, c'est ce que tu es en train de dire, mais c'était même pas conscientisé, c'était juste c'est mon corps qui me disait ah là voilà de l'avocat, va te prendre des trucs bien salés, et c'est vraiment comme quoi le corps il sait beaucoup, il sait tout. Oui. C'est juste un messager en fait de ce qu'on a besoin. La faim, les envies aussi, les sens. C'est vraiment quelque chose moi que je développe dans mes accompagnements. C'est
redévelopper aussi ses sens, refaire confiance à ses sens. Et le ralentissement, ça permet en effet aussi de pouvoir euh, comprendre ce que notre corps a besoin et ne pas être dans la mentalisation de il faut que je prenne 200 grammes de machin. Bah tiens, j'ai vu dans un magazine, j'ai vu sur Insta que c'est bon de prendre. Bah, ouais, peut-être se laisser l'occasion pendant cette rentrée, même si ça peut être complètement à contre-courant, de ralentir euh, pour trouver un peu plus cette conscience de soi et cette confiance de soi aussi, de se dire que bah, le corps, on peut lui faire confiance. Et je trouve ça super. Et c'est vrai que bah, c'est pas que l'été en fait. Je pense qu'à chaque fois qu'on se sent en surmenage, c'est ralentir pour écouter. Ouais. Absolument. Oui, Mm. oui, parce que parfois on attend vraiment les vacances d'été en se disant ça va être le moment de l'année où on va se ressourcer, mais le corps il fonctionne pas comme ça, il fonctionne pas en se disant juste un mois dans l'année je vais me ressourcer et le reste de l'année je peux carburer. Non, en fait c'est quelque chose de beaucoup plus doux que ça dont il a besoin le corps. C'est au fur et à mesure, à chaque journée, chaque semaine, chaque mois, trouver un équilibre et se ressourcer en permanence. Mais ce qui est chouette dans l'exemple que tu donnais là, de ton corps qui t'envoyait ces signaux de j'ai Mm. besoin de plutôt salé, plutôt sucré le matin, c'est que tu étais aussi capable de les entendre, de les reconnaître et du coup de les écouter. Parce que c'est vrai que chez certaines de mes clientes, au début, quand on commence le travail, bah, il n'y a plus vraiment cette capacité de ressentir en fait ce dont le corps a besoin. Et au fur et à mesure, bah, ça revient. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de jeter entre guillemets toutes les règles à la poubelle et de faire différemment et d'ajuster. Je partageais l'autre jour en story que j'ai dîné un soir au resto cette semaine et j'ai fait un repas beaucoup plus copieux que j'ai l'habitude de faire le soir et ça m'a pas fait beaucoup de bien à l'estomac après, j'étais pas très très bien. Le lendemain matin, je n'avais aucune envie de me faire mes œufs habituels avec mon avocat. Je voulais tout sauf des trucs gras et conséquents. Donc, pour une fois, bah, j'ai fait ce que tu décrivais. J'avais envie de quelque chose de plus léger, sous forme de fruits. Donc, c'était sucré, certes. J'ai rajouté un petit peu de bon gras pour pas me faire un pic de glycémie. Mais voilà, je ressentais le besoin de fraîcheur, de légèreté, d'un truc un peu plus détox. Et j'ai écouté mon corps. Alors qu'effectivement, habituellement, bah, je suis plutôt petit-déj salé. Mais c'est hyper important d'aller se connecter à tout ça et de se dire, OK, bah, en fait, les choses peuvent évoluer en fonction de différents paramètres de la veille, de l'avant-veille, etc. Ouais. Bah, en plus, bah, ça me fait penser aux messagers. Et c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager aussi ce soir. J'avais envie de vous partager aussi le rôle des neurotransmetteurs dans notre organisme. Parce que notre organisme est très complexe, mais en même temps très simple. C'est-à-dire que si on lui fichait la paix, il n'y aurait même pas besoin de s'en occuper en fait. Mais il y a tellement de couches, notre mental est tellement en train de fou, enfin, il y a tellement de choses, puis notre environnement qui nous met en permanence ce besoin de retrouver une homéostasie malgré le stress, malgré les sollicitations. Et du coup, on se coupe en fait de cette sagesse qu'on a en nous et de cette simplicité de juste le corps qui est capable de se réguler. Quand on voit, même quand on voit un enfant, un bébé, il est capable de se réguler en fait. Il sait quand il a faim, il sait quand il a envie de dormir. Voilà, je pense que c'est vraiment le corps, enfin, le corps est notre allié et, euh, et en fait, il est capable de fonctionner tout seul. Il faut juste l'écouter, mais quand on dit il faut juste, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, et notamment quand on est entrepreneur, parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement voilà, de sollicitations, de stress, d'organisation, de remise en question, de changement. On fait que de changer en fait, en permanence. Et du coup, bah, ça amène à avoir en permanence des micro-déséquilibres qui, c'est sûr, après, bah, perturbent, on va dire, cette sagesse du corps et qui nous mettent parfois dans des états ouais, de surmenage. Et les neurotransmetteurs, dans tout ça, je trouve que c'est super intéressant parce que, en gros, les neurotransmetteurs, c'est des messagers entre vos neurones, des molécules qui vont permettre de, bah, moi j'aime bien avoir l'image du, euh, du câble électrique, des câbles électriques qu'on a chez nous pour fonctionner. Et bah, s'il y a un problème comment dire, de flux électrique,
ou de puissance, c'est soit on n'a plus de lumière, soit on a trop de lumière et ça explose, soit il y a certains équipements qui vont griller, qui vont pas marcher, qui vont mal marcher, et on s'en rend pas compte au début. Sauf que avec les années ou avec des moments euh, bah, un peu plus oppressants ou des moments où il y a plus d'activité, c'est là où ça peut griller, quoi. Donc par rapport à ces neurotransmetteurs, euh, je pense que ce qui est important, c'est de connaître notamment 4 neurotransmetteurs qui sont fondamentaux dans le surmenage et dans l'énergie. Et la nutrition, et tu en parleras peut-être juste après, va venir appuyer la bonne circulation et le bon fonctionnement de nos neurotransmetteurs. Et dans ces neurotransmetteurs, je vais déjà en aborder 2 qui sont super importants. Et tu parlais de chrononutrition et de chronobiologie. Il y en a 2 qui sont là dès le réveil. C'est notamment la dopamine. La dopamine qui va venir nous énergiser, nous rendre plus heureux, nous donner euh, ces moments de gaieté. On ne sait pas, voilà. Par exemple, quand je fais du sport, je sens qu'il y a eu, ou quand je fais quelque chose qui va me mettre en action, je sens que voilà, il y a une sorte de bonheur qui va se créer à l'intérieur de moi. Et la dopamine, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer, qui permet l'énergie de l'action, qui permet de se lever aussi, se lever en forme. Et la nutrition viendra appuyer cette dopamine. Ensuite, vous avez l'adrénaline, la noradrénaline, qui est aussi un neurotransmetteur, en tout cas, qui va venir faire des mouvements dans votre corps, également dans l'action. Et notamment, quand on fait du sport, on va sécréter davantage d'adrénaline. Et ça va permettre aussi au corps d'avoir ce côté excitation, euh, shoot comme le café, quoi, le petit shoot d'excitation, et qui aussi qui fait du bien de temps en temps quand on a besoin d'aller un petit peu dans les dents, tout en essayant quand même de le maîtriser. On en parle parfois avec voilà, la grande mode des sports très intensifs, des choses un petit peu extrêmes qui vont amener euh, beaucoup ces ressentis, puis aussi ces neurotransmetteurs qui vont être énormément sécrétés. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'influx avec ces sports extrêmes. Mais l'idée, c'est aussi de se dire il y a toujours un équilibre, de pouvoir réguler aussi tout ça. Et aussi, il y a 2 neurotransmetteurs qui sont intéressants aussi dans le surmenage et aussi de pouvoir privilégier une nutrition qui soit adaptée à la bonne circulation de ces neurotransmetteurs. C'est notamment la sérotonine qui qui est très liée au système émotionnel notamment, avec l'effet bonne humeur, l'effet apaisement aussi. De se sentir juste bien et bien avec les autres, bien avec nos collaborateurs ou autres, même bien avec soi. Et ça, la sérotonine, c'est hyper important, je trouve, quand on est entrepreneur, de pouvoir vraiment prendre conscience de ça et se rendre compte que parfois, ces énormes baisses d'humeur, elles ne sont pas forcément que liées à notre état d'esprit. Parce que des fois, on met tout sur c'est de ma faute, parce que ça peut être aussi lié à un problème au niveau de ces neurotransmetteurs et aussi un problème par rapport à notre nutrition et notre façon de manger. Absolument. Et le dernier que j'avais envie de parler, et on n'en parle pas beaucoup, alors que il est fondamental, et notamment en surmenage, c'est le GABA. Parce qu'en fait, c'est un neurotransmetteur qui est un peu on va dire, c'est la reine des neurotransmetteurs et qui va jouer un rôle essentiel
notamment quand on est en burn-out, on a souvent une très grosse carence en GABA. Et en fait, ça va amener, oui, ces moments euh, de... Comment expliquer ça? On peut être très triste, on peut se sentir très abattu ou très agité, vraiment dans l'agitation complète. Tout nous énerve, tout nous stresse, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, on ne sait pas pourquoi on est aussi nerveux, aussi stressé. Et ça peut être aussi cette carence en GABA qui peut amener ces syndromes et ces symptômes et qui peuvent encore plus appuyer le surmenage, voire le burn-out dans les cas extrêmes, quoi. Et voilà, donc tous ces 4 neurotransmetteurs, en tout cas, je trouve qu'ils étaient importants de vous le préciser ce soir pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, pour prendre conscience que voilà, on est aussi comme on est fait aussi d'énergie, donc l'énergie c'est un peu comme l'électricité et ça fait aussi, c'est pas uniquement l'état d'esprit ou notre façon de penser qui va faire réguler des choses. Ça peut être aussi notre fonctionnement, notre rythme, et c'est toujours l'idée d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir aussi les symptômes qu'on peut avoir. Moi, je sais qu'avec mes clientes, à chaque démarrage d'accompagnement, je leur fais un test, en fait, un test de neurotransmetteurs pour voir quelles carences elles peuvent avoir et pour voir qu'on peut s'appuyer aussi dans le business, pas uniquement sur notre stratégie, l'organisation, les différentes choses à mettre en place, mais il y a aussi cette démarche santé et cette démarche de où t'en es aujourd'hui, est-ce que tu as certains neurotransmetteurs qui fonctionnent mal et c'est le moment là où c'est important de pouvoir le réguler et la meilleure façon de le réguler, alors il y a des compléments, t'en parleras peut-être après, je pense que c'est la nutrition. Et du coup, je voulais que tu puisses nous partager aussi qu'est-ce que tu en pensais et quels seraient tes conseils par rapport à ça. Bah oui, avec plaisir. Et merci pour ce beau topo sur les neurotransmetteurs qui sont effectivement vraiment essentiels pour notre énergie, notre humeur, notre libido aussi, la sérotonine. On parlait de libido un peu plus tôt dans ce live. Donc, quand tu as parlé de sérotonine, je me suis dit, avant qu'on rajoute cette info aussi. En fait, les neurotransmetteurs sont tous produits à partir d'acides aminés. Les acides aminés, en fait, ça vient des protéines. Donc, quand on mange de la protéine, elle est dégradée en plusieurs étapes jusqu'à arriver aux acides aminés. Et par exemple, la dopamine, elle est produite à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. La sérotonine, elle est produite à partir de tryptophane. La noradrénaline, elle découle de la noradrénaline découle de la dopamine, donc elle découle aussi de la tyrosine. Le GABA, il est produit à partir de glutamine, qui est un autre acide aminé. Donc, ce qui est hyper important, et c'est là que ça rejoint la chrononutrition, c'est de manger suffisamment de protéines. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille les protéines dès le petit déjeuner, pour avoir toutes ces bases, ces briques en fait de construction, pour que le corps puisse produire des neurotransmetteurs. Il n'y a pas que les protéines pour les neurotransmetteurs, parce que dans le corps, dès qu'on fabrique quelque chose, on a besoin de plusieurs nutriments. Souvent, il y a un nutriment de base, un ou deux ou plusieurs, et il y a ce qu'on appelle des cofacteurs, qui sont d'autres nutriments, souvent des vitamines et des minéraux, qui vont venir déclencher les réactions biochimiques pour convertir, par exemple, l'acide aminé tyrosine en dopamine. Donc, c'est important d'apporter aussi les cofacteurs qui peuvent être du magnésium, du cuivre, du fer, de la vitamine C, des vitamines B notamment pour tout ce qui est neurotransmetteurs. Donc c'est là que effectivement la chrononutrition et la nutrition au sens large est essentielle pour les neurotransmetteurs parce que sans ces nutriments en fait on n'a pas de neurotransmetteurs et la même chose est vraie pour les hormones aussi. Enfin, voilà, tout dans le corps est fabriqué à partir de briques de construction. Et ces briques de construction, en fait, c'est ce qu'on mange. C'est des aliments qui sont dégradés en petites molécules qui ensuite sont réassemblées pour fabriquer d'autres molécules dans le corps. La sérotonine dont tu parlais, elle est notamment sécrétée et importante à soutenir en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'elle est transformée aussi en mélatonine qui va permettre de bien dormir. Donc quand il y a des problèmes de sommeil, il y a parfois aussi des problèmes de sérotonine. D'où l'intérêt aussi, un autre intérêt du goûter sucré en fin de journée dont on parlait tout à l'heure dans le cadre de la chrononutrition, parce que
le tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur de la sérotonine, s'il est en présence d'autres acides aminés, il a du mal à rentrer dans la cellule, parce que c'est les autres acides aminés qui vont lui passer devant, en fait. Donc, apporter du tryptophane via, par exemple, des bananes, des oléagineux au moment du goûter, avec un peu de sucre, ça va permettre à ce tryptophane de rentrer dans la cellule grâce au sucre et grâce au fait qu'on n'est pas sur un repas avec plein d'autres protéines. Et cette sérotonine, du coup, permettra de finir la journée voilà, avec de la sérénité, peut-être un peu de libido aussi pour le soir, et puis un bon sommeil derrière avec la mélatonine. Sachant que pour tout ce qui est sommeil, qui est un grand sujet aussi en lien avec le burn-out, l'importance du repos et de dormir, est aussi en lien avec la dopamine. En fait, ce qui se passe en amont dans la journée va jouer un énorme rôle sur notre capacité à dormir. Donc la dopamine aussi est l'une des bases en fait pour pouvoir dormir le soir. Est-ce que j'en oublie au sujet de la chrononutrition et des neurotransmetteurs? Ça, c'est un peu les grandes clés que j'avais envie de partager avec vous en termes de l'alimentation. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment, il y a les protéines comme base de construction, mais il y a tout le reste autour, les vitamines et les minéraux qu'on va apporter via des céréales complètes, des légumes, des fruits, d'autres aliments, le chocolat noir aussi par exemple, un petit peu pour le magnésium. Pour ceux qui sont fans de chocolat, on peut le garder dans l'alimentation saine, à condition qu'il ne soit pas trop sucré. Et tout ça va venir rétablir et soutenir cet équilibre dont tu parlais, parce qu'effectivement, quand on parle des neurotransmetteurs, on parle souvent du côté émotionnel. Donc oui, parce qu'ils ont une grosse conséquence sur l'émotionnel. Mais à la base, quand il y a un déséquilibre, c'est aussi un déséquilibre physiologique. Et c'est souvent qu'il n'y a pas les nutriments nécessaires pour bien synthétiser tous ces neurotransmetteurs. Ok. Ce que tu disais, ce qui était hyper intéressant aussi, c'est que tu disais que c'était important aussi d'avoir aussi bien la dopamine que la sérotonine. Donc, pouvoir aussi, et moi je parle aussi en termes d'énergie, ben, des moments avoir un peu d'action aussi dans la journée. Et pas, quand on est en surmenage, des fois on va se dire, ah ben, je vais rester au lit toute la journée. Mais là, ce que tu dis, bah, c'est garder encore aussi une façon de se, puis où je vais pas où je vais réduire complètement mon alimentation pour mieux digérer ou autre. Mais là, ce que tu dis, c'est vraiment de pouvoir profiter de dans cette chronobiologie de ces moments d'activité, ces moments de repos pour venir retrouver un équilibre et puis de pouvoir aussi optimiser nos neurotransmetteurs dans la journée pour qu'ils reprennent l'habitude aussi de fonctionner, de refonctionner normalement avec des bonnes habitudes alimentaires. Ouais. C'est hyper intéressant. Oui, absolument. Parce que quand il y a un surmenage, bon, l'idée c'est effectivement de se reposer avant tout. C'est pas d'essayer de booster le système outre mesure pour réussir à en faire plus. Non, justement, le fait qu'on en ait fait trop nous a mené à cet état. Donc l'idée c'est pas de chercher à toujours en faire plus, mais d'abord de se reposer pour que le corps récupère ses capacités. Parce qu'effectivement, quand il y a un surmenage, voire un burn-out, la plupart des neurotransmetteurs sont complètement à plat, ils sont effondrés. Et ça, on peut le tester aussi, que ce soit par des questionnaires, mais aussi par des bilans sanguins ou des bilans urinaires qui nous donnent des infos sur le dosage de ces neurotransmetteurs. Et donc, moi, je suis assez contre ce qui va être plantes stimulantes, etc., dans le cadre du burn-out, les compléments stimulants, parce que l'idée, c'est d'abord de laisser l'organisme se réparer. Mais, effectivement, l'idée, c'est pas non plus d'être toute la journée au lit, et c'est petit à petit de redonner au corps la capacité de fonctionner, donc de profiter, comme tu disais, de la nutrition pour que le corps se remette à fabriquer progressivement un peu plus de dopamine et du coup avoir ces moments, comme tu disais très bien, d'action et d'envie d'aller faire des petites choses au début, de manière progressive, mais de pouvoir reprendre quand même son activité, ses activités, parce que c'est le but ultime. Ok, super. Ben, voilà, c'est toujours cette notion d'équilibre, je trouve, Oui. qui est belle à réévoquer. Moi, j'avais une dernière question à te poser, parce que tu parlais de protéines. Bon, c'est quand même un sujet aussi chez les végétariens. Bon, même Ouais. si il y a pas mal de choses notamment des différentes alimentations végétariennes qui sont à base de protéines. Qu'est-ce que tu penses du régime végétarien ou végétalien dans le cadre d'un surmenage? Alors, sujet sensible parce que souvent tout ce qui est régime végétarien, végétalien n'est pas forcément choisi pour des raisons de santé, mais plus pour des raisons environnementales que j'aborderai pas ici parce que c'est pas l'objet de ce live, mais d'un point de vue purement santé,
Bon, les régimes végétariens, si on mange quand même des œufs et des produits laitiers, on a certaines sources de protéines et aussi d'oméga 3, parce que les oméga 3, c'est des très bons gras anti-inflammatoires très importants à ne pas négliger, qui sont aussi d'ailleurs essentiels, j'ai oublié de le dire, pour la production de neurotransmetteurs et notamment la protection des neurones. Les neurones sont entourés d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline, qui est essentiellement constituée de gras, notamment aussi d'oméga 3, donc très important. Et de cholestérol, soit dit en passant, parce que souvent on donne une mauvaise réputation au cholestérol alors que c'est une molécule vitale. Donc pour revenir au régime végétarien, il y a le souci des protéines, mais il y a aussi le souci des oméga 3, il y a aussi le souci du cholestérol, de certains minéraux comme le zinc et l'iode qui peuvent être carencés avec les régimes végétariens. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que les protéines, il y a aussi tous les cofacteurs, donc tous les minéraux et les vitamines qui sont super importants pour fabriquer les neurotransmetteurs, mais aussi les hormones. Donc moi, personnellement, personnellement et d'un point de vue scientifique, en nutrithérapie, je déconseille les régimes végétariens et encore plus les végétaliens qui n'ont aucun produit animaux, parce qu'on a trop de carences, à la fois en quantité de protéines, mais aussi en qualité, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les sources végétales de protéines, on a moins de protéines pour 100 grammes de nourriture. Donc il faut toujours comparer pour 100 grammes combien est-ce que j'ai de protéines. Et c'est quoi 100 grammes, par exemple, de légumineuses par rapport à 100 grammes d'œufs ou de poissons. C'est souvent des quantités beaucoup plus énormes qu'il faut manger pour arriver Mm. à nos besoins de protéines qui sont à peu près d'1 gramme par kilo de poids par jour. Donc si on pèse 60 kilos, on a besoin de 60 grammes de protéines, plus ou moins par jour. Sachant que 60 grammes de poisson n'égale pas 60 grammes de protéines. Le poisson Mm. n'est pas que constitué de protéines. Idem pour toutes les protéines. Donc on a un problème de quantité et après on a un problème de qualité parce qu'aussi dans les acides aminés dont on parlait tout à l'heure, il en existe plusieurs centaines, mais il y en a 8 que le corps n'est pas capable de fabriquer par lui-même. Donc il faut absolument les amener via ce qu'on mange. Et ces 8 se retrouvent systématiquement dans toutes les protéines animales, ce qui n'est pas le cas dans toutes les protéines végétales, d'où l'importance de bien équilibrer les différentes protéines qu'on va manger si on est sur un régime vegan ou végétarien. Et donc, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et au-delà des protéines, il y a donc d'autres carences en minéraux, en acides gras. Et c'est très difficile en vitamines aussi, parce qu'encore une fois, même constat que pour les protéines animales versus végétales, dans tout ce qui est vitamines, on va dire oui, mais on retrouve le fer pour les minéraux ou la vitamine K dans les végétaux, etc. Attention, c'est pas le même fer ou la même vitamine K ou la même vitamine C selon les sources d'aliments. Et quand on dit c'est pas la même forme, c'est pas le même fer, par exemple, très souvent ce que ça veut dire, c'est que dans les versions végétales, c'est pas la forme active que le corps peut assimiler et utiliser. Donc il faut que le corps puisse convertir cette forme en forme active, la forme végétale en forme du coup active. Et ça, souvent, il y a pas mal de challenges, que ce soit au niveau génétique ou au niveau des autres cofacteurs nutritionnels pour réaliser ces conversions. Ce qui fait que même si on apporte une certaine forme via l'alimentation, au final, peut-être que le corps n'est pas capable de l'utiliser. Alors que dans les sources animales, on est beaucoup plus sur des formes actives, directement utilisables par le corps, ce qui fait qu'on évite tous les problèmes de conversion qui peuvent mal se faire dans le corps. Donc, c'est un sujet qui est très très vaste et qui est complexe. Et j'ai prévu d'ailleurs de faire une série de posts sur pourquoi Ouais. souvent je déconseille le végétarisme. Et donc, pour répondre à ta question, dans le cadre du surmenage, on a déjà un organisme qui est épuisé, qui est carencé probablement en protéines, en bons gras, en minéraux, dont on a besoin de refaire toutes les réserves nutritionnelles. Donc, pour moi, c'est vraiment pas le moment d'entreprendre ce Mm. genre d'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'on va manger que des protéines animales, ni faire des excès en quantité sur les protéines animales. On peut tout à fait avoir un régime omnivore mais équilibré, avec plein de légumes, parce que ce ne serait pas une bonne alimentation non plus si on négligeait les sources végétales alimentaires. Donc l'idée, c'est simplement de bien doser tout ça en fait, et de s'assurer qu'on apporte tout ce dont le corps a besoin. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Delphine. Je pense que les sujets ont été assez riches et variés, que ce soit notre chronobiologie, la digestion, les neurotransmetteurs, les quelques conseils au niveau de l'alimentation et du rythme. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Euh,
moi, j'avais deux choses à te demander avant de finir. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais, le conseil le plus, enfin, en tout cas, l'habitude ou le conseil le plus important pour toi que tu aimerais partager aux personnes qui vont nous écouter? Mm. Si on reste dans le contexte du surmenage, ma petite trousse de secours pour le surmenage, ce serait déjà de réintégrer un petit déj s'il n'y en a pas. Et notamment d'être sur le petit déj dont on parlait tout à l'heure avec des bonnes protéines, des bons gras et du salé et pas du sucré le matin qui va ne faire que perturber le corps à plein de niveaux différents dès le début de la journée, ce qui fait qu'après on est sur une espèce de yo-yo ou de montagne russe très, très désagréable d'un point de vue de l'énergie, des neurotransmetteurs, de notre niveau de faim, etc. Et le deuxième conseil aussi, parce qu'on est tous carencés en magnésium, qui n'est pas facile à obtenir dans l'alimentation et qui est essentiel pour le système nerveux, pour les glandes surrénales, c'est de prendre un bon complément en magnésium. Je dis bon complément parce qu'il y a plein de formes différentes de magnésium. Et souvent, celles qui sont les plus vendues et souvent les moins chères sont les moins efficaces parce que les moins bien assimilées, pardon, et en plus qui risquent de causer des désagréments au niveau du tube digestif. Donc les bonnes formes de magnésium, ce serait du bisglycinate de magnésium ou du glycérophosphate. Et je vous conseille vraiment l'investissement, c'est pas non plus inaccessible. Mais pour le coup, au moins, c'est de l'argent bien investi parce que le corps va assimiler ce magnésium et ça fait un monde de différence sur l'énergie, sur le cycle menstruel pour les femmes qui ont des troubles au niveau hormonal, sur les neurotransmetteurs, sur le stress, sur le sommeil aussi. Enfin voilà, le magnésium est le minéral le plus utilisé dans le corps et il a plus de 500 ou 600 fonctions. Donc c'est vraiment un des conseils que je donne le plus souvent. Ok, là ça me donne une super idée, parce que c'est un sujet que j'avais envie de parler ce soir, mais il y a tellement de sujets variés. Est-ce qu'un jour tu accepteras qu'on refasse un deuxième live sur notamment le sucre et voilà, ses envies de sucrer, parce que je pense que quand on est un peu en surmenage, on a envie de sucrer Oui. et ça peut prendre longtemps pour en parler. Du coup, Bah oui, voilà, ce serait trop bien avec si tu pouvais grand plaisir. revenir pour parler de ce sujet. Ça marche. Euh, du coup, moi j'avais une autre question. Comment on fait pour te contacter et comment tu procèdes par rapport à un accompagnement si on a envie d'en savoir plus ou si on trouve le besoin aujourd'hui de se faire accompagner par rapport à une situation de surmenage? Yes. Et bah, pour me contacter, déjà, vous pouvez passer par Instagram. Je suis sur Instagram avec mon nom complet, delphine.birkel. Et dans ma bio, il y a un lien qui vous propose différents sous-liens. Et le premier, c'est réserver une séance découverte, qui est la façon pour prendre contact pour une première séance qui est offerte où l'idée c'est qu'on échange sur vos problématiques, votre santé, ce qui se passe dans votre vie, où vous en êtes, là où vous voulez aller par rapport à votre santé, que ce soit physique ou émotionnel. Hein. Là, on a beaucoup parlé du côté physique, mais je travaille aussi l'émotionnel quand ça a du sens. Et donc, ensemble, dans cette séance découverte, on voit quels sont les objectifs et quel est le meilleur accompagnement, parce que je peux proposer différentes formules en fait selon les besoins. Donc, quel serait le meilleur accompagnement pour vous pour travailler sur ces différents objectifs, que ce soit une maladie chronique ou du stress ou le surmenage aussi, parfois, ou autres problématiques. Moi, je connais un petit peu Delphine, alors je sais qu'elle est hyper impliquée dans tout ça, parce que je pense que c'est vraiment, tu as trouvé ta vocation en tout cas, et ta passion, parce que ça se sent à chaque fois qu'on parle de ces sujets, on voit que, voilà, on voit toute la connaissance que tu as accumulée aussi pour ta santé déjà, et puis et du coup de pouvoir partager ça à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et en tout cas, moi, je vous conseille de prendre ces appels avec Delphine parce que franchement, c'est vraiment, elle a vraiment un accompagnement très impliqué. Ah bah Et merci Julie. très Ça humain. touche Et beaucoup. très humain aussi. Et ça, c'est le plus important aussi, quoi. Merci, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Delphine. Merci pour celles et ceux qui ont suivi le live. Et puis pour les autres qui regarderont en replay, n'hésitez pas si vous avez envie de partager en commentaire suite à cette vidéo, de poser des questions ou de nous contacter.
ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger humainement avec vous sur où vous en êtes et ce que ça a éveillé en vous en fait. Voilà. Yes, on répondra à toutes vos questions et vos petits messages. Et merci encore à toi, Julie, de m'avoir reçue. C'était très, très chouette de faire ce live avec toi. Moi j'ai adoré. Allez, on refera sur le sucre. Ouais. Et ben bonne soirée à toi, Delphine. À bientôt. Merci, toi aussi. Bonne soirée, Salut. Julie. Bonne soirée à tous.